tous, merci d'être venus aujourd'hui. Je remercie Lamia de m'avoir invité. On a essayé plusieurs fois de le faire, cette fois on a réussi. Je suis très content de partager avec notre collègue ici. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de faire le plus, plus succinctement possible parce que j'ai un timeline qui est bien précis. Je suis désolé, des fois je vais utiliser des mots en anglais, c'est pas pour montrer que je sais parler anglais, ça n'a rien à voir, ça fait 10 ans que je fais cours en anglais. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de retrouver un peu les mots, donc c'est pas... Voilà. Et deuxième chose, est-ce que je dois créer... Le son, c'est bon? C'est bon, il est net. Très bien, super. Donc là, je vais essayer, alors, normalement, pour 40 minutes, j'ai besoin de 5-6 slides. Voilà. Là, j'en ai eu beaucoup plus, parce que je savais pas trop qui était mon audience. Donc il y a sur certaines choses qui sont la base, c'est un peu l'historique, des choses dont je vais y aller pour vous les montrer, qu'on en parle, pour vraiment mettre le contexte. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi? Pourquoi c'est arrivé et où est-ce qu'on va? Et quels sont les impacts que ça va avoir? Et sur la stratégie de l'entreprise, quel va être l'impact économique, social, etc. Voilà. C'est ce que j'ai essayé un peu de faire et je vais essayer, avec le temps imparti que j'ai, de le faire. Donc voilà, je suis professeur, je suis à Montpellier Business School, et voilà. Ça c'est le titre que vous avez déjà eu. Alors un peu d'historique, je vais y aller vraiment très rapidement. Il y a un certain nombre de choses. Il faut savoir que l'intelligence artificielle a été créée plus de 50 ans. D'accord? Ça n'a pas été créé aujourd'hui, mais ça a eu son essor ces 15-20 dernières années pour des raisons qui sont les suivantes. Première chose, on est arrivé à la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire que là, tout ce qui est nouvelle technologie, on voit vraiment l'impact, et c'est un changement vraiment sur la manière de faire le business, sur la manière de gérer les choses, et c'est un impact vraiment sur la manière de travailler, et la manière aussi de concevoir les retours sur investissement, qu'on travaille dans des entreprises. L'entreprise, c'est le bénéfice qui est fait à la fin et pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc les 3 premières révolutions, ça on a vu, la robotisation, l'automatisation, énergétique et puis mécanique. Voilà. Et ce qui nous intéresse aussi, ce qui est très important, c'est le stockage. Le stockage est important. Moi j'ai connu, la carte perforée, je n'ai pas connu. Certains sont autour de moi qui sont un peu plus âgés de moi, ils ont dû connaître. Moi j'ai plutôt la bonne magnétique. Voilà, certains, c'est sûr, ils les ont utilisés, moi pas. Moi j'étais plutôt la bande magnétique, voilà, c'est la cassette qu'on avait, la disquette, après tout le reste j'ai vu. Mais vous voyez qu'en termes de ce qui est important, c'est vraiment en termes de capacité, là on arrive à plus de 360 Tera, et là on utilise de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, qui est basées sur l'NDTN, sur les photons, sur un certain nombre de technologies qui font qu'on pourra stocker beaucoup plus. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on stocke beaucoup plus? Il faut savoir aussi qu'en parallèle à tout ça, le stockage, ça c'est très important pour l'intelligence artificielle. Parce que quand vous mettez un algorithme en place, il faut qu'il traite un certain nombre de données. Et pour ça, il faut... Si vous avez une capacité de stockage là, toute petite comme ça, là, vous ne pouvez rien faire. Je me rappelais, au début, on n'arrivait même pas à mettre un fichier Word avec une page ou 2 pages dedans. Après, ça commençait à augmenter, etc. La deuxième chose qui est super importante, c'est que les microprocesseurs qui font cette analyse, qui permettent à l'ordinateur, ou qui permettent à ce serveur, ou qui permettent à cet algorithme de travailler, ils commencent à évoluer de telle manière, parce que l'objectif toujours, c'est d'arriver à avoir la vitesse ou la capacité d'un cerveau humain, et de le dépasser. Donc tout ce que vous avez vu toutes ces années, là qu'on a vu, ou plutôt... Moi, ce que je vois, c'est plutôt ici. Ça a toujours été dans les ordinateurs où vous mettez du temps, là maintenant ça va beaucoup plus vite, etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'y arriver. Et vers 2025-2030, normalement, ils y arriveront avec toutes les technologies et tous les microprocesseurs, avec toutes les sociétés qu'on connaît, Intel et les autres qui travaillent dessus. Et la dernière chose qui est vraiment importante, si vous vous rappelez, on a passé stockage, on a parlé de capacité de traitement des données avec les microprocesseurs, et là, on relie tout ça. On relie tout ça avec 2 éléments qui sont les capteurs, ce qu'on appelle des sensors, c'est des capteurs, nous avons des capteurs partout, sur ma montre, sur votre téléphone, chez vous, si vous avez de la domotique chez vous, c'est-à-dire vous ouvrez un portail, vous le fermez, ou tout ce qu'on peut mettre des capteurs dessus, tout cela traverse avec l'Internet, tout ça, ce sont des données, on crée des milliards de données. Et c'est là où on parle aussi d'objets connectés, c'est-à-dire que nous avons, là je vous ai pris l'exemple d'IBM, c'est-à-dire qu'il a des capteurs partout, il récupère ces données-là, il les arrange ou il ne les arrange pas, suivant les algorithmes, il y a des fois ils ont besoin qu'ils soient organisés dans des bases de données. Et toutes ces bases de données, si on nous arrive au dernier thème qui est celui des big data, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, donc on a besoin de les analyser et d'en faire du business. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple, aujourd'hui Air France,
sur une destination, par exemple, j'habite Montpellier, ils ont mon profil Internet, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations sur moi, qu'ils peuvent acheter, parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je crée comme information qui est totalement sur le web, que rachètent par des gens qui les captent et qui les récupèrent, et après ils ont mon profil, ils savent que peut-être que moi il y a vendredi, je prends un avion à Paris pour vendredi, puis je reviens dimanche soir, et ben moi on va me faire une proposition pour moi. Et ce profil, disons digital qui est créé, il est créé par rapport à tous les capteurs ici, on arrive à m'individualiser, me mettre sur une target, c'est-à-dire sur une cible pour eux, puis je suis pour eux, que c'est la personne qui part de vendredi à samedi, normalement je prends le TGV, ben là on va me proposer à 50 ou 100 euros un aller-retour en avion, alors que je ne le reprendrai même pas parce que je trouve que c'est cher, parce qu'avant ça coûtait 300-400 euros. Alors que, voilà. Donc tout ça, c'est fait toujours dans un objectif business. Hein. Ces gens-là, vous allez voir, ils investissent des milliards et des milliards, toujours sur un élément business. Alors tous ces éléments-là, c'est un peu la base. Ça nous permet de, au niveau des entreprises, la plupart du temps, quand vous avez une entreprise qui est digitalisée, c'est-à-dire la majorité des processus sont digitalisés, quand vous faites une facture, quand vous faites un certain nombre d'actions, ça vous permet d'avoir des tableaux de bord, pardon, et ces tableaux de bord-là, eh ben, ça vous permet de prendre un certain nombre de décisions. D'accord ? Ce n'est pas la machine qui prend des décisions, personne ne prend de décision. Vous avez un tableau de bord, vous dites voilà, je prends cette décision-là parce que vous êtes dans le rouge, vous êtes dans le vert, etc. Ça, vous prenez, et ça vous permet de faire des prévisions. Voilà. Voilà. De vous un peu de dire voici ce qui va arriver. Quand les données ont commencé à grandir, c'est-à-dire votre décision, il faut la prendre, elle va être beaucoup plus compliquée. Donc pour cela, c'est pour cela qu'on commence à parler de Big Data. C'est-à-dire que vous avez des bases de données, un certain nombre de capteurs, vous avez un certain nombre de données qui sont créées, qui sont de plus en plus importantes. Et ces données-là, et bien à ce moment-là, ça vous permet de faire de l'optimisation business. C'est-à-dire à ce moment-là, vous avez un processus qui est votre supply chain par exemple, ben vous allez essayer de l'optimiser. Par exemple, vous avez un paquet qui arrive de Chine, et ben vous allez, à la place, le parcours, c'est plus vous qui allez le choisir. C'est l'ordinateur qui va choisir en fonction des délais, des priorités, etc. Il va prendre la décision et la décision va être prise. On va commencer à monétiser ces données. C'est ce que fait Facebook maintenant et Google, etc. Ils monétisent. On a ces profils-là et ils les vendent. Je suis Air France ou je suis Royal Air Maroc et je veux avoir le profil digital d'une personne, etc. Je vais chez eux, j'achète ces données-là et je vais les analyser. Comme ça, je suis plus apte à les cibler. Et puis finalement, ça a vraiment un impact sur ma business et sur les modèles d'affaires. Ça, c'est vraiment la base, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle ? Donc, on est dans un contexte où on peut stocker, où on peut traiter beaucoup plus efficacement, où on peut stocker énormément de données qu'on capte à travers différents capteurs. Voilà. Ça, c'est vraiment le contexte. Maintenant qu'on a dit ça, on va passer à l'intelligence artificielle, d'accord ? Donc, on a besoin maintenant d'algorithmes, en fait, c'est des opérations mathématiques, en gros, qui vont nous permettre de gérer un certain nombre de choses. Et là, on va passer l'évolution, définir, et on va voir que dans l'intelligence artificielle, il y a deux éléments, qui sont le machine learning et le deep learning. Après, on va passer vraiment à la partie qui nous intéresse, d'accord ? La partie qui nous intéresse, c'est l'application, les règles de l'IA, et on va voir les impacts. Mais je voulais vraiment, que, ne sachant pas qui était vraiment en audience, d'expliquer ça et de vous donner une perspective dessus. Est-ce que je vais trop vite ? Non, ça va ? Ok, merci. Donc, des années 50, on a inventé l'intelligence artificielle. C'est vraiment pour essayer en fin de compte, mettre des algorithmes qui peuvent donner les mêmes résultats qu'un cerveau humain. Voilà, l'objectif même, ça a été créé, ça a été fait pour ça. Dans un deuxième temps, on a mis en place le machine learning, c'est-à-dire en gros, elle apprend, je mets un algorithme qui va apprendre, il va faire des essais, il va apprendre, et à la fin, il va prendre de meilleures décisions que moi. Et je vais vous montrer un exemple de comment c'est mis en place. Et c'est pourquoi vous allez voir un certain nombre d'impacts qui ont sur nous et sur les managers et sur les personnes qui travaillent en entreprise. Et finalement, on arrive à ce que vous voyez en science-fiction, et on va le voir, ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire que là, vous mettez l'algorithme, et il n'y a plus personne qui y touche, et lui, il s'organise lui-même. Il prend les décisions, il recrute, il fait tout lui-même. D'accord ? Et en fin de compte, le seul moment où l'homme va vraiment impacter, c'est au niveau de mettre en place l'algorithme et aussi de la journée, de le mettre à l'œuvre. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, hein, c'est une définition très simple, c'est la recherche des moyens susceptibles de doter le système informatique de capacités intellectuelles comparables à celles de l'être humain. Voilà.
Très simple. Voilà, on veut nous remplacer. Voilà, un cerveau qui réfléchit comme ça. Alors là, il faut différencier deux choses, c'est-à-dire l'intelligence artificielle fort et faible. Alors le faible, c'est celui on prend des tâches répétitives, d'accord? On automatise une chaîne de production avec des robots qui font des tâches, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, ici je vous ai donné l'exemple de la prévision météorologique. Chaque jour on prend des données, on les agrège, on les travaille et puis après on arrête. Là, on appuie sur un bouton, chaque jour il le fait, on ne fait plus rien. Donc on essaie d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont chronophages. Après, on passe aussi à l'autre, ce qu'on appelle de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire un robot qui vous assiste à un chirurgien. D'accord? Il ne fait pas ce qu'il veut. On lui donne de faire exactement ce qu'il veut. Voilà, c'est comme une pièce de métal et on a envie peut-être de la couper d'une certaine manière, à une certaine grosseur, à une certaine, etc. Donc, ils peuvent s'en occuper. Après, on a, ce qui est vraiment intéressant, et c'est ça qui fait la différence, ça, ce que je vous dis ici, ça existe déjà, partout. D'accord? On verra la Chine en termes de robotisation, parce qu'ils se disent que c'est la fabrique du monde. Donc pour eux, tout ça, ils maîtrisent à 100%. Quoi. En termes de transfert de technologie, en termes de tout, ils ont pas de technologie. Là maintenant, tout le monde est en train de se battre ici, parce que c'est ici où il y a la valeur ajoutée. D'ailleurs ici, hier, j'étais en train de regarder la télé, et puis j'ai vu qu'il y avait une entreprise française pour ce qu'ils appellent les voitures intelligentes, mettre l'intelligence artificielle sur les voitures. Ils veulent créer un centre ici en prenant 1500 ingénieurs, ils vont recruter 1500 ingénieurs, on en reparlera après à la fin, peut-être sur des préconisations. En fin de compte, voilà, on veut aller sur des choses qui rapportent beaucoup plus, parce qu'il faut savoir, vous allez voir un peu l'impact en termes de PIB, qui sont énormes. Vous allez voir qu'ils vont aller sur des choses qui ont une très grande valeur ajoutée, comme la voiture qui se conduit elle-même, comme des lignes de production qui s'organisent elles-mêmes. C'est-à-dire, ils commandent la matière première, la font arriver, ils la produisent, ils la distribuent, et ça arrive chez le client final. Voilà. Il n'y a même plus quelqu'un qui a des superviseurs qui vérifient s'il y a un problème ou pas, mais ça s'arrête. Et c'est sur ça qu'on est en train d'aller, et ça va avoir un certain nombre d'impacts. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, on va aller beaucoup plus sur la forte, c'est-à-dire pour arriver à la forte, on arrive à ce qu'on appelle, avant d'y arriver, je vous donne un exemple. En France, actuellement, il y a Monoprix. Ça, je ne sais pas si vous avez ça au Maroc, vous avez ça aussi pour Amazon. Amazon, ça s'appelle Echo, d'accord? Ici, ça s'appelle Google Home. C'est des petites applications, c'est comme Siri sur votre, si vous avez un iPhone. C'est la même chose, c'est un assistant, d'accord? C'est un assistant, vous lui dites, trouvez-moi ça, cherchez-moi ça, etc. Alors pour eux, ça, ils sont juste au premier niveau. Le premier niveau, c'est de dire, voilà, vous êtes dans votre cuisine, vous parlez à votre appareil, j'ai besoin de, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, etc. Et ça vous fait votre liste virtuelle. C'est connecté normalement directement avec avec Monoprix. Il a la liste des prix, etc. Si vous avez votre carte de fidélité, ben voilà, une fois que vous arrivez, vous savez déjà ce que ça coûte en termes d'argent, en termes de trucs, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Maintenant, ils vont passer à autre chose. On arrivera après à l'exemple. Je vais vous montrer ce que fait Carrefour et les autres. Ils vont arriver à autre chose qui va être basée sur le machine learning et sur le deep learning. Le machine learning, c'est très simple. Vous avez des données, lui-même il organise ces données comme il veut, il construit un modèle et il fait des prédictions. Et en fin de compte, il y a une phase d'entraînement, une phase de vérification. Très rapidement, je vais vous montrer un exemple qui va vous expliquer tout ça et vous allez comprendre. Ça, c'est un jeu qui s'appelle AlphaGo. Alors, il commence au début, il n'a aucune connaissance. On lui donne juste les règles de jeu. Après, au niveau de 3 jours, il gagne les meilleurs mondiaux. D'accord? Il est capable de les gagner. Après une vingtaine de jours, là, tous les meilleurs ordinateurs qui existent sur la place, il les gagne. Il gagne tout, c'est fini. Et à partir à peu près du 40e jour, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui est capable de le gagner. Au début, il avait 0. Voilà. Il arrivait avec 0 de connaissances, mais il a commencé à s'entraîner, d'apprendre, etc. Et à la fin, il est capable de prendre de meilleures décisions. Donc si vous ramenez ça à moi qui prends des décisions chaque jour, business, etc., s'il apprend, il donnera et il prendra de meilleures décisions que vous. Exemple pratique. Pratique, c'est la banque. Vous avez IBM, vous avez les grands, les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, mais plutôt IBM là. Ils ont Watson, c'est leur intelligence artificielle, ils ont Watson pour la santé, etc. Dans ce cas-là, c'est pour les banques. Il y a même Orange Bank, peut-être demain. Quelle est la chose qui est chronophage pour eux? Ils ont pris un service, celui où leurs clients posent des questions, d'accord, sur un certain nombre de leurs produits.
Donc quand ils font ce genre de choses-là, c'est chronophage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont mis de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle répond aux personnes. Mais comment est-ce qu'elle répond? En apprenant, c'est-à-dire elle rentre dans la messagerie de tous les conseillers qu'ils ont, ils voient toutes les réponses qu'ils ont déjà faites, et en fonction de ça, quand quelqu'un pose une question, ben, il répond lui automatiquement. Quand ils l'ont mis en place, leur taux de réponse correcte était de 35%. Après 4 ou 5 mois, en avril 2017, ils arrivent à 90%. Actuellement, ils sont quasiment à 100%. C'est-à-dire qu'actuellement, quand un client pose une question, l'intelligence artificielle, à IBM Watson, il répond mieux des fois que l'autre et il perd en beaucoup moins de temps. Parce qu'il a accès déjà à toutes les règles, etc. Alors il faut savoir aussi qu'ils l'ont mis en place uniquement pour répondre. Hein. Et ça, ils ont 20 000 conseillers. Alors vous imaginez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire que pour eux, juste pour comprendre, en termes d'investissement, c'est 40 millions d'euros. Ils ont investi 40 millions d'euros et ça leur fait gagner 60 millions d'euros par an. Et ces 40 millions, c'est un investissement sur 5 ans. Donc en gros, le Crédit Mutuel, le CIC Crédit Mutuel, ils ont investi 40 millions et ils ont récupéré 300 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a 1000 salariés. C'est la première année que je vois, moi, chez moi à Montpellier, où des agents du CIC ont commencé à fermer. Je ne comprenais pas, mais moi je ne comprenais pas pourquoi. Il y a 6 mois, 8 mois, ils ont commencé à fermer. C'est la première fois que je voyais une agence en France se refermer. D'habitude, ils essaient d'être le plus proche des gens, etc. Donc vous imaginez sur une seule activité. Donc maintenant, vous imaginez juste quel est le rôle du conseil. Moi, je travaillais en banque quand j'étais ici, je travaillais à la BMCI. Donc c'était quoi? C'était de donner des crédits. J'avais, voilà, les crédits, ils vendent des assurances, ils vendent des produits. Maintenant, ils vendent les téléphones, ouais, ils vendent tout, et des assurances, ils vendent tout. Maintenant, vous imaginez que, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je veux un crédit, je vais dire, voilà, c'est ma situation, je donne la documentation, l'intelligence artificielle va traiter tout ça et va répondre. Parce qu'il y a des règles, il y a peut-être quelqu'un qui va contrôler, il va donner le OK, mais c'est-à-dire que toute la branche de tous les conseillers qu'il y avait, si c'est fini. C'est-à-dire qu'en gros, ce système-là, s'il est mis en place à plein régime, ces 20 000 chargés de clientèle, il ne va pas en rester 20 000. Hein. Peut-être qu'il en restera 500 ou 1000 et encore. Donc la plupart des entreprises aujourd'hui, quand on voit l'impact sur la stratégie de l'entreprise, la plupart des entreprises, des banques aujourd'hui, elles ferment des agences, 2, elles ne remplacent plus les gens qui partent en retraite, et elles ne remplacent plus les gens qui partent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont arriver à ça. Pourquoi? C'est très simple, vous êtes une entreprise. Vous savez, on parle du social, on parle de plein de choses, on parle RSE, on parle de plein de choses, mais je suis désolé, hein, si moi je viens, on me dit, écoutez, vous pouvez faire la même chose avec 1000 salariés, j'en ai 19 000 de moins à gérer, à payer, ils tombent malades, ils ont leurs vacances, ils ont le truc. Alors que là, j'ai une machine, je la paye, je la mets en main et ça fonctionne. Hein. Et personne ne m'embête. Hein. Et tout va bien. Vous avez compris un peu l'impact déjà. Et ça, c'est la même chose pour les assurances. Parce que qu'est-ce que fait une assurance? Voilà, il y a un risque. Il voit le bien à assurer ou la transaction, c'est un risque. Donc on est en train de partir vers là et je vais vous montrer les chiffres au niveau mondial pour 2030. Oui, mais comment ils contrôlent l'évolution des... Parce qu'ils parlent d'un état zéro où il y a un état de marché qui est ce qu'il est. Peut-être que le marché va évoluer et s'il reste sur la même base de données, ils vont se tromper. Alors, oui, et à la fois non. C'est pour ça que pour le moment, ça parce qu'on parle de machine learning, c'est que vous avez encore des personnes, c'est-à-dire dans les services, l'exemple que j'avais donné de la poste digitale en Chine, c'est-à-dire que vous avez des personnes, c'est-à-dire, alors je vais vous donner l'exemple, après on reviendra dessus, peut-être ça va être plus clair. Vous avez Shanghai, vous avez 20 millions d'habitants autour. Ils avaient 5 gros centres de distribution qui avaient 500-600 personnes à l'intérieur. Maintenant, elle est gérée par 5 personnes. C'est-à-dire que vous avez besoin de superviseurs qui vont s'occuper de mettre l'information ou de rediriger parce qu'il n'a pas pris en compte l'information, parce que le marché extérieur il n'est pas connecté, mais ce n'est plus tellement vrai que le deep learning, parce que le deep learning, lui, il sort à l'extérieur. Il va récupérer les informations à l'extérieur, les trains de tout ce qui se fait, etc., il y a accès. Ils vont même jusqu'à acheter leur propre étude de marché ou leur propre base de données pour entrer et prendre la bonne décision. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'au niveau de l'intelligence artificielle, quand on aura des machines learning, il apprend, et vous avez raison, d'une base qu'il a. Mais après, quand on a le deep learning, il sort à l'extérieur de cette base-là, il est sur le marché. Donc il a des capteurs sur le marché, il voit comment le marché réagit, et en fonction, il réagit, mais avec toujours des superviseurs au-dessus. Mais vous avez besoin de beaucoup moins de personnes que, voilà. Parce que la décision que vous preniez avant, que vous aviez 20, alors
vous aviez un service qui donnait un service, il agrée, puis ça arrive à vous pour que vous preniez la décision, là c'est fini. Là. Ça va arriver directement à vous, peut-être juste une personne de vous ou deux qui vont venir, vont dire voilà, voici ce qu'il y a et voici ce qu'on a, et après vous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ou... Voilà. Après, vous le voyez même, si vous avez Google, hein, je me suis amusé à le faire, ça c'est un mail pour moi, et il comprend chaque fois que j'ai, et quand j'ai commencé à écrire no problem, voilà, il me mettait déjà à m'écrire la suite du message. D'habitude j'écris no problem at all, voilà, donc il a compris, il me préconise. Donc vous avez même sur, je voulais juste montrer par rapport à l'écriture du mail. Donc ils sont déjà, tout ça c'est Google qui le fait, et ça les autres c'est IBM avec le WhatsApp, etc. Maintenant, ça, c'est ça, là où on parle, je vais vous montrer des exemples plutôt de science-fiction, mais on y arrive. C'est-à-dire que là, j'étais au Japon cet été, et vous avez des petits robots là, qui viennent, qui vous demandent qu'est-ce que vous voulez, qui vous répondent à toutes vos questions, j'ai vu, bon, c'est pas encore top, voilà, mais n'empêche, ça existe. Et en fin de compte, on essaye de reproduire un peu le cerveau humain en basant sur des neurones, en essayant à peu près de reconnaître, c'est comme l'esprit humain, hein, il reconnaît des formes, etc. Et après, je sais que c'est un chat, d'accord? Un chat avec des émotions, etc. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de reprendre la chose pour essayer de comprendre, par exemple, par rapport à un client, s'il est énervé, je dois savoir qu'il est énervé. Comme ça, je vais mettre une stratégie. C'est comme quand vous êtes dans un centre d'appel, et que vous avez une personne, ben vous avez scénario 1, 2, 3, et vous essayez de savoir quel est le problème, vous essayez de savoir si c'est votre faute, sa sienne, etc. Donc vous avez un procès scénario. C'est exactement la même chose. Il va essayer de trouver quelle est la bonne solution, d'essayer de comprendre dans quel état vous êtes, etc. et essayer d'y arriver. Alors les exemples sur lesquels ils sont en train de développer, vous vous rappelez des exemples de Monoprix, là on passe à l'exemple. C'est-à-dire que là maintenant, on arrive à dire, ok, je veux des œufs, etc. C'est fini, on sait que le système, ou l'algorithme sait que vous utilisez 10 œufs par semaine, et bien vous allez être livré devant chez vous, vous allez avoir, on va vous livrer les 10 œufs dont vous avez besoin, ou le blanc, etc. Et ça va être poussé jusqu'au bout, jusqu'à un moment donné, et ça existe, c'est différentes choses qui existent, parce que je travaillais avec Electrolux, et ils ont inventé le chef, c'est-à-dire quelqu'un, il y a un chef, toqué, etc., qui fait je sais pas, qui fait un plat bien spécifique, donc vous avez une machine qui est un robot qui fait le plat exactement comme si un chef était chez vous et vous lui mettez les ingrédients, il fait tout. D'accord? Donc maintenant on en arrive, ils vont arriver à un moment donné où c'est même où vous direz je veux manger ça, lui va commander, vous ramener, vous allez le faire vous-même, ou ça va aller jusqu'à vous être votre place chez vous. Là je suis en train de parler science-fiction, hein, mais d'ici 10-15 ans ça y sera. Alors quel impact ça aura vraiment sur notre manière de vivre, ça c'est autre chose. Mais en fin de compte, voilà, c'est-à-dire vous imaginez, vous êtes totalement connecté par exemple à Carrefour ou Leclerc, etc. Vous êtes totalement connecté avec eux, sur leur prix, sur leurs choses, on sait ce dont vous avez besoin. La dernière chose qui manque, c'est-à-dire si j'ai un capteur à l'intérieur de mon frigo, c'est-à-dire qui va savoir le nombre d'œufs que j'ai, quand j'ai à 4-5 œufs ou 3 œufs, on va dire voilà, et ben, il va y avoir, c'est automatique, quand vous allez dans les entreprises, hein, vous avez l'entreprise, vous avez la matière première, quand ça arrive, normalement quand vous êtes intégré avec votre fournisseur, il sait quel est votre stock, et bien il va automatiquement. Vous avez été déjà d'accord avec le prix, tout. C'est exactement ça. D'accord? Donc voilà. Donc, mais ça, et vous dire aussi, vous voyez Marjane, etc. Peut-être pas au Maroc, ça ne va pas venir tout de suite, mais vous imaginez l'impact que ça. Les gens ne vont plus aller en supermarché, en supérette, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça va avoir un impact. Parce que pourquoi est-ce que je vais me bouger moi de chez moi? Je vais perdre mon temps, je vais y aller, je vais prendre des courses, etc. Alors qu'on va me les livrer au même prix chez moi. Et là, j'ai même pas besoin de rien faire puisque tout se fait automatiquement. Donc vous voyez un peu l'impact même sur le comportement des gens et les comportements de consommation des personnes. Donc si le comportement des consommations va changer, et bien aussi ça va changer. Donc on voit un peu des secteurs et sur les changements. Maintenant, ça c'est la chose vraiment science-fiction sur le Canada. Il y a pas mal de séries que j'ai dû voir. Les robots, c'est un film, personne de théâtre, la machine qui détecte qu'il va y avoir un attentat ou quelqu'un va mourir, donc on essaye de l'aider, etc. Mais c'est une machine qui est capable, si vous avez vu un peu la série, elle est capable de se prendre, c'est des serveurs, hein. Elle se prend, elle se cache, elle est capable de partir, de ne pas se faire détecter. Bon, c'est une histoire. Il y en a plein d'autres. Je vous ai mis ceux qui sont les plus connus. Et puis les Humans, voilà, ça ce sont des robots. Celle-là, surtout celle-là, c'est un robot qui commence à avoir des sentiments, qui commence un peu à... On ne fait plus trop la différence entre eux jusqu'à ce que vous voyez un peu ce qui est en dessous de là. Voilà. Mais ça,
ça nous ramène à trois lois de robotique qui ont été faites dans les années 40. Où la première loi, on dit qu'il ne faut pas qu'un robot porte atteinte à un humain. Deuxième règle, il faut qu'il obéisse aux ordres, mais sans qu'il porte atteinte à l'humain. Mais là, on arrive au cas, s'il a un terroriste devant lui, est-ce qu'il le tue ou il ne le tue pas? Voilà, parce que c'est un humain aussi. Donc, comment il arrive à gérer la chose? On se pose ce genre de questions. Puis aussi, le robot, est-ce qu'il doit protéger son existence? Parce qu'il y en a d'autres qui disent, le robot, c'est comme chez nous en France, vous savez, quelqu'un qui laisse un chien qui meurt parce qu'il l'a laissé au soleil, il part en prison 6 mois et 1 an. Alors il le tue, ça on ne parle même pas, là il prend beaucoup plus. Donc vous voyez, c'est un animal quand même, vous voyez, mais n'empêche, voilà. Donc demain, ça va arriver, on va dire, ah non, c'est quasiment des êtres humains, il ne faut pas y toucher, mais c'est des robots. D'accord? Ça c'est un peu la science-fiction, pour rigoler. C'est pour ça qu'Elon Musk, voilà, et les autres. Vous avez même eu, quand on a eu la campagne présidentielle en France, où on a dit, voilà, ils ont arrivé que dans 15-20 ans, il y aura beaucoup moins de travail. On va y arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Donc il faut taxer cette intelligence artificielle. Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont. Parce que si moi je suis Google, ou je suis les grands, là, Microsoft, etc., ou IBM, et j'ai investi des milliards pour arriver à avoir le bon algorithme qui va me faire tout ce que je veux, je ne vais pas partager avec moi, pour moi je n'ai pas travaillé, il va partager avec moi la richesse. Il n'en est pas question. D'accord? Donc les États devront taxer à un moment donné ou un autre, sinon il faudra qu'ils trouvent d'autres solutions. Donc là, j'ai essayé de vous mettre un panorama de ce que c'est l'intelligence artificielle et de quelques applications. D'accord? Maintenant, on va passer à vraiment l'influence. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas... Moi je dis, j'en parlais il y a 3 ans à mes étudiants, il y en a peut-être 1 ou 2 sur 400-500 qui étaient intéressés. L'année dernière, on était plus à 15-20% qui étaient, là maintenant, c'est quasiment plus de la moitié. Parce qu'ils se rendent compte que ça va avoir un impact sur leur travail. Parce que maintenant, ils vont sortir, ils vont trouver un travail, d'ici 15 ans, là, ça va les toucher en plein fouet. Donc, ils ont besoin d'intégrer que ça va arriver, et eux, comment ils vont se positionner, sur quel job, est-ce qu'ils vont accompagner cette intelligence artificielle dans le métier ou pas, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'il faut se poser des questions maintenant. Voilà, si on est à côté de la retraite, ça on s'en fout, on se dit pas au retraite, mais sinon, si on est loin, mais moi demain, la chose que je leur dis, c'est que demain, moi, je vais être remplacé par un hologramme qui va être connecté à des bases de données, etc., et qui va vous répondre exactement, pour votre formation, il va vous répondre exactement ce que vous voulez, en fonction de votre besoin, et qui va s'adapter à vous. Et ça, c'est un truc qui arrivera, quoi, ça, c'est clair. Donc, investissement sectoriel, différentes industries, exemples d'affaires, et j'ai pris deux exemples, qui est celui de la loi pour les avocats, etc., et la santé. Alors, ça, on a pris les 100 plus grosses start-up. Et vous voyez que dans tous les secteurs, il y en a beaucoup plus d'entreprises. Pour vous montrer qu'en termes d'investissement, tout le monde est dessus. Si une entreprise, que j'ai vu à la télé, une entreprise automotive vient ici pour créer et pour recruter 1500 ingénieurs pour utiliser leur cerveau et développer des algorithmes pour faire cette voiture intelligente, et les gens ils ne sont pas tarés ou ils se disent ça ne va pas arriver. Il y a un investissement, il y a un retour sur investissement dessus parce qu'il y a un marché dessus, et on va parler des chiffres après, vous allez comprendre. Donc là, vous voyez, il y a énormément, dans plein de secteurs, tout le monde y est. D'accord? On veut mettre ça en place parce qu'on arrive à la conclusion qu'un algorithme coûte beaucoup moins cher qu'un être humain. Voilà, et on va arriver au résultat. La deuxième chose, c'est que la chose la plus importante, il y a beaucoup de focalisation dessus, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très important pour eux parce que vous imaginez, toutes ces données-là, une fois que si elles sont ouvertes et que tout le monde y a accès, voilà. Là, quand vous êtes par exemple dans votre entreprise, vous essayez de vous enfermer, et pas que les gens, parce que si les gens ont accès à l'intérieur, aux entrailles de votre entreprise, aux informations, etc., ben, ils ont vos secrets, ils ont vos stratégies, ils savent exactement ce que vous allez faire. Et s'ils savent en même temps que vous, ben, vous savez comment c'est, l'intelligence économique, ce qu'il y a l'intelligence économique et la guerre, etc., on essaie d'avoir des informations pour les utiliser. Parce que si vous avez l'information, ben, vous êtes capable, vous avez un concurrent, ben, vous êtes capable de lui mettre en place une stratégie pour le contrecarrer. Je voulais vous montrer aussi les entreprises qui investissent. La majorité, c'est des entreprises de high-tech, Intel, Google, General Electric, Samsung, etc. Mais vous avez de plus en plus des assurances, des fonds de pension qui veulent un retour d'investissement parce qu'ils se disent il y a un grand truc qui va se faire, et bien, il faut qu'on soit à l'intérieur. Et ils investissent sur tous les projets que vous avez vus là, ils investissent dedans. Et ils n'investissent pas en dizaines de milliers d'euros, ils investissent en milliards. Alors, maintenant, impact. Impact, juste pour avoir
une idée. Hein. La voiture intelligente, hein, l'entreprise là qui, j'ai pas retenu le nom parce que j'ai pas vu depuis le début, pardon. Pour le secteur automobile, on parle de 2000 milliards de dollars. D'accord? 2000 milliards de dollars, c'est 20 fois le PIB marocain. D'accord? Vous avez un pays, 40 millions, 20 fois. Pour vous donner un ordre d'idée, Google fait en chiffre d'affaires le PIB du Maroc avec 88 000 personnes. 88 000 employés font tout ce que la richesse qui est créée par un pays de 40 000. 37, 40, j'ai pas le chiffre, je suis désolé. D'accord? Donc, vous voyez un peu l'impact que ça aura. C'est pour ça qu'on va y arriver à la fin avec des préconisations. La finance aujourd'hui, toutes les bourses, toutes les sociétés boursières, etc., je n'avais pas vu, vous avez vu, il y a des reportages. En fin de compte, vous avez vu que maintenant, c'est plus eux qui prennent des décisions. C'est plus un trader qui vient qui dit je prends. C'est un algorithme. Moi, j'ai un copain qui travaille à la City. Le matin, c'est lui qui fait l'algorithme du matin pour la banque. Je ne vais pas citer avant. Voilà. Il leur fait l'algorithme en fonction des choses. Il travaille la journée avec, le lendemain, et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont des machines. Là, on parle de 2200 milliards. On parle de trillions ici. L'agriculture, ça, on parle de 16 milliards, mais il faut savoir maintenant, alors ils ne savent pas encore ce que ça va donner, mais actuellement, vous avez un drone qui voit la densité de l'air, il voit s'il pleut ou pas. Il y a une petite machine, un petit robot qui voit le sol, il voit la densité du sol, etc. Il décide quel type d'engrais, quand est-ce qu'il faut lui donner de l'eau, et tout est calculé. D'accord? Et à ce moment-là, voilà, et c'est pour faire il y a un tracteur qui va, ils savent quand il va faire, il va aller, etc. Donc tout se fait au millimètre près, etc. Après, ce qui va vraiment bouger beaucoup, et ça on parle depuis une centaine de milliards, ça, je vous parle de 2020, hein, je parle dans 2 ans, hein. Je ne vous parle pas dans 10 ans, 15 ans, etc. Mais ça va encore beaucoup plus exploser. C'est le service. D'accord? Le service, Amazon et tous les autres que vous voyez, la logistique, les logisticiens, etc., eux, ils investissent énormément. Vous avez la santé. Alors la santé, il n'y a pas beaucoup ici parce qu'on parle de robots, mais je vais vous montrer l'exemple encore du IBM Watson sur la santé et en quoi ils aident. Bon, l'aérospatiale, c'est autre chose, et puis ça, c'est l'investissement, ça, c'est vraiment l'investissement en développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les chercheurs sur l'intelligence artificielle se font acheter à des centaines de milliers d'euros par an par les gros investisseurs parce que, voilà, pour eux, c'est une denrée rare, ils veulent des gens qui ont un certain nombre de compétences dessus. Là, la Chine, le dernier, la Chine, comme je dis, ça va devenir l'entreprise, c'est déjà la fabrique du monde. Et bien pour eux, c'est la robotisation à un maximum. Voilà. Même eux, ils y arrivent. Maintenant, un exemple sur le domaine du droit. D'accord? Vous voyez que ça, je vous ai pris juste un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Je vous en ai pris juste 3. Ross, celui-là, c'est aussi du IBM Watson. Eux là, par exemple, quand vous faites de la recherche légale, pour avoir la jurisprudence, sans que les données soient organisées, il est capable, vous êtes un avocat, vous utilisez un cabinet d'avocat, vous utilisez ce système-là, vous rentrez à l'intérieur de votre problématique, vous avez une affaire devant vous, mais il est capable de sortir toute la jurisprudence qui se ramène et vraiment qui va essayer de répondre à vos demandes. Le deuxième, l'ex machina, alors celui-là c'est la prédiction, c'est-à-dire en gros, vous avez une affaire, voilà, il va chercher partout la jurisprudence dessus, etc. Il va commencer à vous donner des solutions. C'est-à-dire que l'avocat, lui, il voit quel est l'angle qu'il va utiliser pour contrecarrer, pour essayer de convaincre les juges, les jurés, etc. Lui, il va venir, il va dire voici ce que vous avez utilisé, voici ce qui a déjà été utilisé, et pour vous, on vous conseille ça. Vous voyez, alors qu'avant, il fallait rechercher, ou il fallait connaître, il fallait, voilà, énormément de choses. Vous avez cette entreprise-là qui s'appelle Luminance. Alors cela, c'est tout ce qui est contractuel. Pour les entreprises, vous avez vu qu'en entreprise, vous utilisez beaucoup plus d'avocats pour faire un certain nombre de contrats et tout. Donc, ce logiciel-là, il vous permet, quand vous avez un contrat, il le prend et il l'analyse. Et il vous montre les endroits où vous avez un risque. Et il vous propose quelle est la solution que vous devez mettre pour avoir un contrat béton. Là, je vous ai pris juste 3 exemples, qui sont un peu les entreprises leaders du secteur. Vous en avez beaucoup plus d'autres, et suivant ce que les activités d'un cabinet de... Le deuxième, c'est la santé. Là, je vais vous montrer aussi l'image de toutes les entreprises qui travaillent dans la santé en termes
tout ce qui est urgence, de gestion des hôpitaux. Wearable, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est des objets connectés, tout ce qui est trouver de nouvelles molécules, tout ce qui est imagerie, recherche, etc. Donc, vous avez énormément de personnes qui sont impliquées là-dessus. Et les plus gros investissements, et on va rester sur le deuxième, c'est le robot qui fait l'opération lui-même, mais plutôt c'est tout ce qu'on appelle Virtual Nursing Assistant, c'est-à-dire ce qui va vous assister. Alors, je vais vous donner un exemple qu'on utilise ici. Vous imaginez que j'ai un problème cardiaque, j'ai des problèmes au cœur, d'accord? Normalement, vous allez chez votre docteur, après vous allez chez un cardiologue, il vous donne un traitement, vous utilisez le traitement, puis vous revenez, d'accord? Maintenant, c'est totalement différent. Maintenant, quand vous allez chez votre cardiologue, il va vous faire un certain nombre d'analyses. Ces analyses vont là-dessus, vont sur ce qu'on appelle le Health Cloud, et à l'intérieur, il connecte tout le monde. Il communique les ressources humaines de votre entreprise pour savoir quand vous êtes malade, etc. Tout ce qui est pharmaceutique, les docteurs, les chercheurs, les gouvernements, ceux qui payent, c'est-à-dire la sécurité sociale, etc. Et toutes ces informations-là de tous les patients sont dessus. Donc quand moi j'arrive chez le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait quasiment plus rien, il voit un peu les symptômes, il demande, on lui donne, voici, par rapport au problème qu'il a, voici ce qu'on lui recommande comme traitement. Je fais le traitement pendant 2-3 jours, et j'utilise des instruments, etc., qui vont me permettre d'envoyer des données sur l'état de mon cœur, etc. Et là, il va dire, oui, ça va, son cas s'est stabilisé, c'est bon. S'il a un problème, et ben non, pendant 2-3 jours, elle n'a pas d'attendre 2 semaines que je me sente mal, ou que j'ai un problème, ou que je me retrouve à l'hôpital, ou à la clinique, aux urgences, etc. Ben ça va monter, on va dire, tenez, il y a un problème, on revient, le traitement que vous avez donné, il n'est pas bon. Pensez à celui-là, parce que celui-là, c'est plutôt ça, et ça va venir ici, et ça va revenir vers moi. Donc après 2-3 jours, je vais avoir un autre traitement, peut-être plus adapté à ma situation, et ainsi de suite. Donc le docteur n'a pas le temps d'aller ou de vous dire quelque chose de normal, ce qu'il voit 100 000 patients avec le même problème, il va vous dire, là, ça va être beaucoup plus personnalisé par rapport à vous. Voilà. Et ça, c'est en train aussi de se développer, et que ce soit les assurances ou que ce soit les sécurités sociales, etc., sont très intéressés par ce système, parce que ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Maintenant, en termes d'impact économique, investissement, social et environnemental. Alors, en 2030, il y a plus de 400 millions de jobs qui vont disparaître. D'accord? Pour vous donner un exemple pour les États-Unis, si ils ont quasiment 100 millions de travailleurs environ, ben, ils vont avoir 25 millions de personnes qui vont être au carreau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 25 millions de personnes? Surtout eux, ils vont être de plein fouet. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les entrailles mêmes de ce développement. Le Japon, alors vous imaginez la Chine. Hein? La Chine, c'est 7%, vous avez l'impression que c'est pas beaucoup, mais quand vous avez, je ne sais pas combien de millions ils ont, vous avez une population d'1,2 milliard, 1,3 milliard, la population active va avoir un impact. Ou l'Inde, la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces 400 millions de personnes? Est-ce qu'on va les reformer? À quoi? Puisque leur travail est déjà fait. Voilà. Ce sont des questions quand on parle d'impact. Ça, c'est vraiment, moi je pense, d'un impact social, parce que ça va faire de la casse, comme ça a toujours fait. Hein. On va dire, on va créer de nouveaux emplois sur l'intelligence, etc., mais qui est capable de programmer de l'intelligence, des algorithmes, quoi. Il faut être ingénieur, il faut avoir une formation spécifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est comme si on est un docteur. Moi, je ne suis pas docteur, il n'y a rien à voir. Hein. Je suis docteur, ok, j'ai un doctorat, mais je ne suis pas docteur. Je ne peux pas, si vous avez quelque chose, je ne peux pas vous toucher. Hein. Voilà. Maintenant, d'un impact économique. On parle ici de 2030, hein, je ne parle pas de... Aujourd'hui, le PIB de la Grande-Bretagne, c'est 2600 milliards de dollars. D'accord? On est quasiment à 10%. Voilà, en 13 ans, 10% de leur PIB sera basé sur l'intelligence artificielle. Ce qui est énorme. Hein. C'est 2 fois et demi le PIB marocain. Juste sur une activité qui, quasiment, n'était pas... Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça a une très grande valeur ajoutée. À la fois pour les entreprises et à la fois pour les gens qui les développent et qui les vendent. Alors, bien sûr, en termes d'investissement, c'est plutôt les entreprises software aussi, mais vous avez un certain nombre de secteurs qui aussi ne veulent pas être à la traîne. Comme je vous ai donné l'exemple des services financiers, ce sont des machines qui font tout. Donc, vous avez besoin d'être au top au niveau des algorithmes pour aller acheter l'action au bon moment. En 1 microseconde, ils ont déjà acheté, vendu, ils ont fait plein de choses. Hein, alors que vous n'aurez peut-être pas, un être humain n'aurait pas fait tout ça.
Donc vous voyez que tout le monde est quasiment impacté, mais disons que ceux-là sont plus ici Internet, la télécom, parce que ce sont plutôt et la recherche, parce qu'ils essayent d'être à l'avant-garde et veulent vendre leur système. Alors, un petit peu de futuriste, hein, d'accord? Si vous vous rappelez, par rapport à l'agriculture, normalement, on ne devrait plus avoir d'agriculteurs. Hein. Parce que si tout se fait automatiquement, ne bougez pas, vous savez, ça bouge, si tout est organisé, vous n'avez plus rien à faire. Hein. Vous avez d'un opérateur derrière, il appuie sur un bouton, il fait, voilà, on sait où on va mettre l'engrais, on sait où on va mettre l'eau, voilà. On sait quand on va mettre les semences, etc. Là aussi, ça c'est l'exemple que je voulais vous donner sur la Chine, c'est-à-dire que demain, dans tout ce qui est en distribution, sincèrement, une fois que vous avez des camions qui se conduisent tout seuls, d'accord, qui vont d'un entrepôt à un autre, qui font la distribution, vous avez des avions, dans pas longtemps, vous avez des drones, là maintenant ils tuent des gens avec, mais aussi vous avez des avions, ils vont aller d'un point A à un point B tout seul. D'accord, donc tout va être normalement, on est un peu futuriste, hein, voilà, donc la majorité, tout ce qui est, voilà. Après, la même chose, c'est la même chose ici. Ça, c'est les gens qui font les tubes, les voiries, etc. Là aussi, avec précision, tout se fera. Hein. Ils étudient, là, et bien, fini. Les assurances, les assurances, c'est comme les banques. Hein. C'est-à-dire que quasiment, évaluer un risque, c'est quoi? Je dis, voilà, je veux assurer un appartement que je viens d'acheter. Voilà, vous rentrez toutes les informations. Pourquoi vous avez besoin d'un opérateur, quoi? Il va calculer le risque, etc. Il va vous sortir ce que vous devez payer, et puis c'est fini, quoi. Quand il y a un problème, peut-être à ce moment-là, il y aura un expert qui devra y aller sur place. Mais voilà, donc, pour moi, à très court terme, hein, mais c'est juste mon analyse, c'est le secteur bancaire et le secteur d'assurance, c'est les premiers qui vont... Parce qu'ils voient ça, vous avez vu, ils voient les chiffres. Il investit 40 millions, il récupère 300 millions. Je sais pas, c'est... voilà. Donc ils vont aller vers ça, ou peut-être développer d'autres activités, j'en sais rien. Mais la plupart du temps, quand ils vont voir l'argent, ils vont aller sur du profit. Parce qu'ils ont des actionnaires. Hein. Il faut savoir qu'en entreprise, il y a des actionnaires derrière qui vont chercher. Alors nous sommes, en fin de compte, dans un système où il y a plein de capteurs. Et ceux qui vont être les plus forts, c'est ceux qui vont être là, ici. C'est-à-dire les objets connectés. C'est ce qu'essaye de faire IBM investit. Mais des milliards, je ne me rappelle plus du chiffre, mais entre 10 et 14 milliards d'euros par an dessus, hein, pour arriver à capter tout ce qu'ils peuvent, le rentrer dans leur plateforme et permettre de créer de nouveaux produits, de voir tous les secteurs qui sont intéressants pour eux, comme la santé, comme les business process, comme la performance des actifs. Merci. L'actif, etc. Et leur objectif là. Mais sachant ça, c'est pas un rêve, puisqu'aujourd'hui, vous voyez un peu toutes ces grandes entreprises utilisent déjà leur système. Aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est que les systèmes ne sont pas aussi performants, on le croit, d'accord? Mais avec le développement, 5-10 ans, ils arriveront à maturité. C'est comme tout, hein, d'accord? Ils arriveront à maturité et ça a vraiment un impact. Maintenant, quand on voit par rapport, je ramène la chose par rapport au Maroc et je finis, c'est au modèle islam. Par rapport au Maroc, la problématique, on peut dire que, et ça engage que moi, et c'est ma version des choses, c'est ma compréhension, hein, je ne parle en personne. C'est que la problématique est la suivante. Par exemple, si vous voyez juste le secteur bancaire marocain, d'accord, vous avez plusieurs banques qui sont prises, qui sont actionnaires, comme la BMC, BNP Paribas, Société Générale, etc. Il y en a plein d'autres. S'ils appliquent ce genre de système chez eux, pourquoi ne l'appliqueraient pas ici? N'obligerez pas à l'appliquer. Si vous dites, on ne fait pas rentrer, parce que nous, on a l'aspect social, c'est important, etc. Mais vous allez vous retrouver en compétition avec d'autres qui n'ont pas cette problématique-là. Donc en termes de retour sur investissement, en termes de coûts, vous êtes déjà, vous n'êtes plus compétitif, c'est fini la compétitivité. On peut vous baisser les impôts, on peut faire ce que vous voulez, vous n'êtes plus compétitif. Parce qu'un algorithme fait exactement ce que fait 1000, 15 000, 1500 personnes, ce que vous faites. Donc l'investissement, alors, aujourd'hui, c'est pas trop tard. Mais si demain le Maroc veut devenir la Silicon Valley en intelligence artificielle, c'est pas en faisant la chose d'une manière traditionnelle. Il faut former les ingénieurs. Parce que là, il vous faut une centaine de milliers d'ingénieurs informatiques. Une centaine à 150 000 ingénieurs informatiques, vous imaginez le temps qu'il faut. Il faut 20 ans. 30 ans, ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas possible.
D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est d'autres manières. Il y a des exemples qui ont été faits par l'opérateur de Free, mais à petite échelle. C'est-à-dire, il a pris un hangar qu'il a ouvert. Les gens qui veulent s'inscrire, ils viennent s'inscrire et il les forme. Il les forme à la programmation pour arriver à ça. C'est tout. Voilà. Donc il les pousse. Il y en a beaucoup qui ne réussissent pas. Et ceux qui restent, ben, ils s'accrochent et ils passent. Ça fait qu'il aura fait, donc ça devient des développeurs. Deux, juste après, quand ils ont des idées, eh ben, ils leur créent l'environnement où ils peuvent créer leurs idées, développer leur business. Et après, dans le futur, parce qu'ils veulent avoir aussi un grand opérateur, parce que vous imaginez, comme je vous ai dit, un Google, il fait 100 milliards d'euros. Donc ça crée beaucoup de richesses. Après, l'investissement pour les entreprises marocaines. Alors, une entreprise marocaine, pour moi, elle a plusieurs choix. Ou suivre la tendance, parce que si elle voit dans son secteur, elle voit les autres dans les autres secteurs, ben, il faut être attentif, quoi, parce que demain, s'ils sont capables de produire à moins cher, bas coût, etc., ils vont venir dans son marché et ils vont la mettre dehors, quoi. Donc il faut qu'ils se préparent pour que si jamais ça arrive, ben, on y est. Donc aussi, ils peuvent investir en achetant des systèmes, ou en investissant sur des projets dessus. Le coût de la main-d'œuvre, ça va devenir dérisoire. On ne va pas refaire le schéma. Vous avez une machine qui travaille 24 heures sur 24, 365 jours. Et maintenant, elles sont quasiment stables, hein, elles sont en maturation, il peut y arriver des problèmes, très peu, de moins en moins, vos téléphones ils fonctionnent, hein, les applications elles fonctionnent. Donc vous avez, ça commence à arriver à un certain niveau de maturité. Donc là, c'est clair que le coût de la main-d'œuvre va avoir un impact. Si vous aviez, vous, avant, un avantage compétitif sur la main-d'œuvre, ça ne va plus l'être. C'est fini ça. Parce que vous allez avoir un algorithme qui fait le travail de 2000 personnes. Donc aussi bas que vous payez vos employés, ça ne le fera pas. Sectoriel, ça va toujours être, c'est pas tous les secteurs qui vont être touchés. Hein. D'accord? C'est pas demain où on va avoir des robots partout, on va plus savoir quoi faire, voilà, non. Il y a certains secteurs, comme je vous ai dit, qui auront là. Et il va y avoir bien sûr de la casse sociale. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas. Vous savez, quand il y a eu les industriels, les autres révolutions industrielles, etc., il y a eu de la casse. Hein. C'est quand on a vu des gens, ils étaient dans les usines, et on a dit, voilà, on va automatiser, et il y a des gens qui ont été mis dehors. Hein. Donc ça va arriver. Économique. Alors économique, la problématique c'est de quel côté on est. Si on subit, eh ben on va manger. C'est grave parce qu'à un moment donné, voilà. Mais si on ne veut pas subir, donc il faut qu'il y ait comment dire ça? J'ai le mot, je vais le dire en arabe. Ouais. Et voilà, il faut qu'on soit conscient. Voilà, parce que sinon j'allais dire en anglais awareness et puis après je l'ai mis en arabe, c'est plus facile. Voilà. Avoir vraiment cette conscience-là de ce qui va arriver. Et à ce moment-là, on se positionne pour que nous aussi, que ce soit un pays comme le Maroc, puisse profiter de cette manne-là. Voilà, parce que je pense qu'il y a la capacité de le faire, mais il faut que des opérateurs économiques ou même étatiques s'y mettent. La France, c'est ce qu'elle fait. La France, c'est clair, bon, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent, hein, mais ils ont mis un fonds où ils financent tous les projets qui sont à l'intelligence artificielle, ils financent. Et vous avez un projet, ils voient un peu l'équipe, ça tient, ils financent. Voilà, parce qu'ils savent que ça a une très grande valeur ajoutée. Compétition des entreprises, on en a parlé, hein, c'est en termes de compétition, vous avez un produit ou un service que vous vendez. Si vous êtes capable de faire une plus grande marge avec, voilà, ou sinon vous êtes capable à descendre le prix et de mettre tous les concurrents dehors. C'est ce qu'Amazon a fait pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils ont perdu de l'argent. Ça faisait partie de la stratégie. Maintenant, il n'y a plus personne qui les rattrape. Leur stratégie, c'était de mettre tout le monde dehors. Chaque fois qu'il y avait de la compétition, ils les tuaient. En faisant du dumping, tout. Ils perdaient de l'argent. Ça fait partie aussi d'une stratégie. Et globalisation, nous sommes dans un monde qui est totalement connecté. Vous les avez vus avec la crise de 2008, etc. Avec les subprimes, le Maroc, tout le monde a été impacté parce que nous sommes tous revenus. Mais il ne faut pas dire que d'un côté on est tout seul, on peut faire ce qu'on veut et on ne se va pas être touché, parce qu'on sera touché. Désolé d'avoir été un peu plus long, désolé, et je vous remercie de votre attention.